Voilà pour les réactions. Maintenant, pour analyser dans son ensemble cette mise à jour économique qui a été présentée aujourd'hui par la ministre Freeland, je retrouve Jimmy Jean, économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. Alors, un énoncé économique présenté en pleine crise de l'inflation. On y retrouve plusieurs mesures pour venir en aide aux travailleurs, aux étudiants. Il y a aussi de l'aide au logement. Est-ce que le gouvernement, selon vous, s'y prend de la bonne façon pour aider les Canadiens à traverser l'inflation? Il n'y a pas de doute que la pression est extrêmement forte dans les temps qui courent pour venir en aide aux individus les plus désavantagés. Puis je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les mesures pour particulièrement focaliser sur les travailleurs à plus faible revenu. On double le crédit d'impôt, le remboursement pour la TPS. Donc ça s'adresse vraiment aux ménages à faible revenu. C'est des choses il y a plusieurs éléments qui ont déjà été annoncés. Mais on va un petit peu plus loin en consentant une aide, par exemple, pour les étudiants au niveau du remboursement des intérêts. Donc ça vient aussi cibler une tranche de la population qui, au niveau des moyens financiers, c'est un petit peu plus difficile. Puis aussi, on bonifie l'aide aux aînés. Donc vraiment, je pense qu'on a une approche qui demeure assez ciblée et dans la plupart des mesures qu'on voit aujourd'hui, c'est des mesures qui se veulent temporaires. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas en faire une habitude parce qu'on sait que ça peut contribuer à stimuler l'inflation. Oui. Donc, je pense qu'avec le genre de mesures qu'on a fait aujourd'hui, on atteint, selon moi, à rencontrer ce délicat équilibre. Oui, c'est ça, parce que, bon, ces nouvelles mesures, depuis le dernier budget, il y en a pour 43,7 milliards de dollars. Le grand dilemme pour le gouvernement, c'était d'aider les Canadiens, mais sans jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Quel impact, justement, cet énoncé économique aura sur l'inflation? D'après moi, ça devrait être assez minime avec ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, c'est c'est une indexation des mesures qui sont déjà en place. Quand on parle, par exemple, du crédit d'impôt, du remboursement pour la TPS, c'est une mesure qui existe déjà. Mais simplement, étant donné la hausse du coût de la vie, on ramène ça en fonction du coût de la vie qui a augmenté et ça fait en sorte que pour les ménages, c'est pas une si grande différence que ça. Donc, c'est pas quelque chose qui, d'après moi, si ça aide à des ménages à pouvoir défrayer leur loyer, par exemple, c'est pas quelque chose qui, selon moi, est inflationniste. Ça empêche des ménages de faire faillite, d'entrer en lourde difficulté financière. Ça aussi, c'est pas quelque chose qui est de nature à être inflationniste. Ce qui est de nature à être inflationniste, c'est vraiment des mesures qui sont déployées à travers les tranches de revenus et potentiellement à des individus qui ont déjà beaucoup d'épargne et donc et qui ont moins de difficultés, ont moins de chances de perdre leur emploi aussi en contexte de ralentissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on reconnaît aussi dans cet énoncé budgétaire-là, c'est que les prévisions sont révisées à la baisse. Alors à ce moment-là, c'est là qu'on risque plus de stimuler l'inflation. Maintenant, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est plus en mode protection. Puis, je pense qu'il y a aussi des mesures pour, à plus long terme, faire en sorte que la croissance puisse stimuler la productivité aussi. Et c'est comme ça que le gouvernement a le meilleur levier pour attaquer l'inflation à long terme, tandis que c'est la Banque du Canada vraiment qui a le rôle de s'attaquer à l'inflation à court terme au moyen des taux d'intérêt. Bon. Au chapitre du déficit maintenant, on prévoit un déficit de 36,4 milliards de dollars pour 2022-2023, mais le gouvernement envisage un scénario plus pessimiste selon lequel le déficit se chiffrerait à 49,1 milliards de dollars. Toujours selon ce scénario pessimiste, la croissance du PIB réel pourrait même reculer de 0,9 % en 2023. Alors, vous vous attendez à quoi, vous, si le Canada tombe en récession en 2023, comme plusieurs analystes le pensent? Effectivement, on pense que la situation budgétaire va se détériorer par la force des choses, étant donné que, sans dire que notre scénario est aussi pessimiste que le scénario pessimiste qui a été mis de l'avant dans l'énoncé, il reste qu'on a notre scénario de base, lui, est plus pessimiste que les hypothèses centrales qui ont été utilisées. Donc, ça veut dire que le déficit devrait augmenter, les revenus devraient être touchés par la baisse de l'activité économique. Puis aussi, on va voir des pressions sur les dépenses parce qu'on sait qu'on a des mesures pour augmenter justement les transferts.
Mais il y a aussi des pressions qui vont être de plus en plus importantes, par exemple au niveau de la fonction publique, au niveau des négociations salariales. Il va y avoir des augmentations de coûts à ce niveau-là. Il va y avoir aussi des augmentations de coûts des frais de la dette, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, ça, on l'a reconnu aussi d'ailleurs, et les frais du service de la dette sont plus élevés. Donc, ça va faire de la pression, sans dire que c'est quoi que ce soit d'alarmant. Quand on regarde en pourcentage du PIB, les déficits, même en récession, selon ce nous on estime, le déficit devrait être quand même sous contrôle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie, mais c'est certain que la belle année qu'on a au niveau de l'amélioration du budgétaire, c'est pas mal derrière nous et on s'en va vers des moments plus difficiles. Bon, justement, à la lumière de ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que le Canada est en bonne position financière pour affronter une possible récession qui s'en vient en 2023? C'est la bonne nouvelle. Je pense que le Canada est une posture enviable au niveau des finances publiques. Quand on se souvient qu'est-ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, c'est pas pour rien, c'est parce que les finances publiques, il y avait quand même des doutes. Ces doutes-là, on les a pas ici, du moins au niveau fédéral. Le gouvernement fédéral dispose toujours d'une cote triple A. C'est de plus en plus rare. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une gestion qui est rigoureuse, qui est faite au fil des années. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y avait cette conscience-là, comme quoi il fallait quand même être ciblé. Puis aussi, il va falloir favoriser la croissance à long terme. Donc là, on voit qu'il y a des mesures comme le fonds de croissance pour tenter aussi de rivaliser avec des mesures budgétaires qui ont été mises de l'avant aux États-Unis, entre autres, pour stimuler l'investissement puis la croissance verte. Donc là, on veut rivaliser avec ça parce qu'on veut surtout éviter que on perde, par exemple, des entreprises aux États-Unis ou que nos entreprises ne sont pas capables de compétitionner comme il faut. Je pense qu'il y a quand même, il reste que c'est un énoncé budgétaire, c'est pas un budget. Je pense qu'on va voir plus de ça, quelque chose de plus étoffé lorsqu'on va avoir le budget au printemps prochain. Oui. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, on va donc se laisser sur ces paroles quand même positive. Vous avez dit que c'est la bonne nouvelle d'entrée de jeu dans cette dernière réponse. Alors, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Au revoir.